Donc je vais vous parler de taxonomie. Alors, j'ai déjà parlé de taxonomie ici. On va essayer de faire un point sur l'évolution actuelle de la taxonomie. Vous verrez que quand on parle de classement des espèces bactériennes, en pratique, la taxonomie des bactéries humaines est un champ extrêmement mineur dans l'ensemble de la taxonomie. Alors, qu'est-ce que c'est que la taxonomie ? La taxonomie, c'est pas une science, parce que malgré ce que les taxonomistes voudraient nous faire croire, eh bien, on ne sait toujours pas ce que c'est qu'une espèce dans le monde du vivant. Donc, si on ne sait pas ce qu'est une espèce précisément, ben, on ne peut pas en faire une science. Et donc, c'est le principe de donner un nom à un être vivant qui soit reconnu partout et de façon à ce que les scientifiques dans des équipes différentes, dans des pays différents, savent qu'ils parlent de la même chose. Et ce truc-là, cette taxonomie, répond à des lois, ce qui est assez paradoxal, puisqu'il n'y a pas de... A priori, ce n'est pas scientifique, il n'y a pas de définition précise d'une espèce, mais ça répond quand même à des lois très très précises, et ces lois sont contenues dans le Code international de la nomenclature des prokaryotes, et qui est un texte qui est assez rigide, pour ceux qui connaissent et qui se sont déjà frottés à ces descriptions taxonomiques, ils le savent. Et ça encadre la classification des micro-organismes, donc classer une souche comme une nouvelle espèce ou pas, et ça définit également la façon de les nommer, puisqu'on ne peut pas nommer une bactérie comme on a envie, ça répond à des règles spécifiques. Ça dépend d'un comité international qui est l'International Committee on Systematics of Prokaryotes, qui est lui-même une commission de l'International Union of Microbiological Societies. L'IUMS, ça associe toutes les sociétés nationales de microbiologie. Donc la Société française de microbiologie dépend de l'IUMS. Et donc chacune des sociétés nationales de microbiologie envoie théoriquement, est censée envoyer un représentant au moins à l'ICSP. Voilà. Donc en pratique, la plupart des sociétés nationales de microbiologie ne travaillent pas du tout avec l'IUMS et n'envoient personne à l'ICSP, ce qui fait que l'ICSP est essentiellement composé d'anglo-saxons et depuis peu, et vous le verrez, de chinois. Cette ICSP comporte une commission judiciaire, c'est pour ça qu'il y a des lois, qui est chargée de voter les lois, de discuter les lois. À côté de ça, il y a un journal officiel qui est l'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, qui est donc un journal qui est entièrement dépendant de l'ICSP, et donc il n'a aucune marge de manœuvre dans sa ligne éditoriale, et un site web qui a été fondé par un vétérinaire toulousain qui s'appelait Jean Eusebi, et qui est la List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature, et qui répertorie un peu tout ce qui est publié dans l'IJSEM. Alors, si on regarde aujourd'hui, dans la taxonomie moderne, qu'est-ce qui est le plus représenté ? Donc vous connaissez tous ces représentations, Philippe Colson en a montré ici plusieurs. Eh bien vous voyez qu'en pratique, qu'est-ce que c'est la taxonomie aujourd'hui ? C'est le sol. C'est le sol, ce sont les Streptomyces et les Bacillus, le sol et la mer et la flotte. Voilà. Si on regarde nous ce qui nous intéresse plus particulièrement, eh bien il y a human, en tout petit dans certains coins, patient, et puis quand même, hop, Massilia, qui apparaît dans un petit coin. Mais ce qui est pas mal quand même, parce qu'il y a Massilia, mais il n'y a pas les autres. Il y a Massilia qui apparaît quand même dans un petit coin. Donc c'est quand même intéressant. Mais enfin, vous voyez quand même que, majoritairement, la taxonomie moderne, ce sont des environnementalistes. Ceux qui s'intéressent à la microbiologie humaine, eh ben, ils représentent assez peu de choses. Vous voyez, donc voilà, ça c'est une échelle qui est basée sur les couleurs, mais c'est la même chose. Vous voyez, soil, water, et puis human, c'était pas mal au début des années 2000, et puis ça tend vers le noir, là, donc un peu moins. Donc ça a tendance à baisser, en tout cas en proportion. Et à l'inverse, ce qu'on voit apparaître, c'est la Chine et la Corée, qui ont explosé au cours des dernières années, en termes de représentativité, voilà. Donc il y a, au début des années 2000, les USA, l'Europe et le Japon étaient encore les leaders en taxonomie. Aujourd'hui, c'est fini, on est complètement laminé par la Chine et la Corée du Sud, avec
un certain nombre de chercheurs, donc un Coréen qui a publié à lui tout seul 400 espèces, un Chinois qui a publié 400 espèces, il reste un Allemand qui publie beaucoup sur des espèces environnementales. Alors, pourquoi nous on n'apparaît pas là-dedans, puisqu'on a quand même publié 500 espèces bactériennes associées à l'homme, mais ce sont les espèces officialisées, ça. Et les nôtres, et le processus d'officialisation des espèces est extrêmement long. Et nous, sur les 500 espèces qu'on a publiées, il y en a 50 qui ont été officialisées. Eux, ils en sont à 400 espèces officielles. Alors, l'histoire de la taxonomie, elle est basée sur une évolution en fonction, bien sûr, des techniques et des connaissances. Elle commence en 3000 avant Jésus-Christ avec un empereur chinois qui classait les choses en fonction de... C'était les plantes à l'époque en fonction de est-ce qu'elles sont mangeables ou est-ce qu'elles ne sont pas mangeables. Et puis, en fait, la taxonomie moderne naît au XVIIIe siècle avec Linné, qui va donc vraiment fonder les bases de la taxonomie. Et puis Kohn, en 1872, qui va diviser les bactéries en genres et espèces. Et à cette époque-là, il utilise essentiellement des critères morphologiques, donc la taille, la forme, des caractères culturaux, et puis est-ce que c'est pathogène, est-ce que c'est pas pathogène, et puis quel type de réaction chimique ça donne. Au fur et à mesure, eh bien, avec l'évolution des techniques, on va intégrer petit à petit, mais très lentement, parce que c'est une discipline qui est très très réfractaire au changement, les propriétés physiologiques biochimiques, la chémotaxonomie, l'hybridation ADN-ADN. Et ça va avoir une répercussion directe, c'est qu'en 1980, il y avait 40 000 espèces bactériennes qui étaient connues. Et un jour, mais il y avait beaucoup de redondance, et un jour, il y a deux types qui s'assoient ensemble et qui passent un an à nettoyer cette liste, et en un an, ils réduisent la liste de 40 000 espèces à 2500. Et là, on repart en quelque sorte à zéro, et on est aujourd'hui à peu près à 20 000, donc bientôt une quarantaine d'années, on est passé de 2500 à 20 000. Dans les années 80, bien sûr, il y a le séquençage de l'ARN 16S qui va être donc un bouleversement dans la taxonomie, et puis cette taxonomie, on appelle aujourd'hui la taxonomie polyphasique, puisqu'elle comporte des caractéristiques phénotypiques, l'hybridation ADN qui est toujours plus ou moins reconnue comme le gold standard, bien qu'elle soit absolument pas reproductible. Et puis il y a différents critères liés donc à la différence de G plus C% des génomes, et puis à la similarité de l'ARN 16S. Il faut que les souches soient déposées dans deux collections différentes, et que le nom soit publié dans une liste de validation dans l'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Donc actuellement, on a à peu près 20 000 espèces bactériennes. Moins de 4 000 sont des espèces humaines. Et en pratique, ce principe actuel est extrêmement compliqué. Les valeurs seuil ne sont pas applicables à de nombreux taxa. Ce sont des méthodes, en tout cas pour le DDH, d'une grande lourdeur, qui coûtent cher et surtout qui sont associés à des conflits d'intérêts importants, puisque parmi les gens qui constituent, qui sont dans l'ICSP, il y a des gens qui insistent pour qu'on utilise l'hybridation ADN-ADN, mais qui en même temps vendent la technologie. Donc bien sûr, vous voyez que ça fait des conflits d'intérêts qui sont très, très importants, et donc en plus c'est inadapté à la description d'un grand nombre d'espèces. Alors, on avait travaillé beaucoup sur le 16S ici, on s'en est servi, vous voyez qu'il y a des cut-offs qui ont été mis au point pour définir ce que c'est une espèce, un genre, une famille, etc. En pratique, c'est très très bien, mais c'est basé avant tout sur l'idée que le 16S varie de façon complètement homogène d'un genre bactérien à l'autre. Et en pratique, on n'en sait rien du tout. Quand on a essayé ça, nous, avec Morgane Rossi-Tamizier, il y a quelques années, elle avait étudié 4289 espèces bactériennes dans 158 genres. Elle a défini, calculé la similarité de 16S systématiquement entre toutes les paires d'espèces possibles. Et elle a trouvé qu'en fait, ces valeurs seuil qu'on utilise actuellement ne marchent que dans 40% des cas. Dans 57% des cas, ça ne marche pas. Donc après, c'est difficile d'imposer aux gens des valeurs seuil. Alors ensuite, on a montré que le pouvoir discriminant du 16S était insuffisant pour certaines espèces. Par exemple, si on prend le cas un peu extrême de Streptopneumoniae et Streptomyces, eh bien, elles n'ont que 3 nucléotides en 16S de différence, ce qui fait que si vous calculez en pourcentage de similarité, ça en fait la même espèce. Il y a à l'inverse des espèces dans lesquelles les souches ont des différences qui sont très importantes.
par exemple, Panthoea agglomérans, eh bien, il y a des souches qui ont jusqu'à 27 nucléotides de différence, qui fait ça les classerait théoriquement dans des espèces différentes. Et puis quand on regarde Clostridium tetani et Clostridium inocuum, eh bien, il y a 104 nucléotides de différence, ça se classe carrément ces espèces dans des genres différents. Et pourtant, c'est bien des Clostridium. À côté de ça, il y a des bactéries qui ont plusieurs copies d'ARN16S, et certaines de ces copies eh bien, varient elles-mêmes au sein d'un même génome. Donc on pourrait se dire que selon la copie qu'on va utiliser, eh bien, on va classer la bactérie différemment. Et puis on sait maintenant aussi que certaines copies de ces S sont précisément acquises par transfert latéral de gènes. Donc tout ça, ça ajoute à la confusion. Alors, nous on a travaillé depuis très longtemps sur la génomique, depuis les débuts de la génomique, qui était en 1995, on a travaillé sur les séquences génomiques. Et ces séquences génomiques, au début, ça a été difficile à obtenir parce que la technique de Sanger coûtait beaucoup d'argent et puis était longue. Et puis elle est devenue de plus en plus simple parce qu'il y a eu la mise sur le marché de nouvelles machines. Et puis vous voyez qu'il y a une explosion du nombre de génomes. Et à la date d'hier, en fait, il y a 212 000 génomes bactériens qui sont disponibles, donc qui couvrent à peu près l'ensemble du monde microbien. Alors si on fait un parallèle avec notre apport à nous, les Marseillais, à la taxonomie, on va rester modeste, des bactéries associées à l'homme, eh bien on a, vous le voyez, dès 1993 utilisé le séquençage de l'ARN16S, dès le début, dès la disponibilité des nouveaux séquenceurs à haut débit, utiliser ces séquenceurs à haut débit, et on a très vite essayé de publier nos travaux dans des journaux en ligne. À l'époque, on s'est opposé à un refus. Parce que chaque fois que vous proposez un changement à l'ICSP, donc au Comité de taxonomie internationale, c'est non. Voilà. Quelle que soit la question posée, c'est non. Donc, publication dans des journaux en ligne, non. Et en fait, bien sûr, au cours du temps, ils reviennent en arrière et te disent finalement oui. Ensuite, on a travaillé sur le Malditoff, on a développé la culturomique et donc la taxonogénomique, qui est une méthode de description des espèces qui utilise le génome, et donc on a été parmi les premiers à proposer le génome, et bien entendu, quand on a fait ça, c'était en 2012, c'est bon. Voilà. Donc on a l'habitude. Ensuite, Michel Drancourt et Didier Raoult ont même créé un journal qui est New Microbes and New Infection, qui nous a permis, eh bien, malgré le refus de la Société internationale de taxonomie, de publier ces espèces, avec y compris des formats particuliers. Et donc j'ai le plaisir de vous dire qu'à partir de 2019, à partir de cette année, maintenant les génomes bactériens sont obligatoires pour la description des nouvelles espèces, alors que 7 ans auparavant, ils les refusaient. Le problème d'utiliser les génomes pour la taxonomie, c'est que maintenant, du coup, les gens ont bien compris, et les génomistes, les gens qui font que de l'étude de génome, ils se sont dit, ben, on ne va pas être plus con que les autres, maintenant nous on fait des génomes, on va proposer des nouvelles espèces basées que sur le génome. Avec un problème, c'est que du coup, il n'y a pas de souche cultivée, même pas de souche déposée, mais il n'y a même pas de souche cultivée, donc on n'a pas de possibilité de vérifier que ce qui est déposé est vrai. La qualité des séquences, elle est variable. Donc quand la séquence est de bonne qualité, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de séquences déposées dans les banques de données qui sont de mauvaise qualité, avec un risque de contamination, c'est-à-dire que la séquence soit un mélange de plusieurs génomes. Et en fait, ce qu'ils veulent, ces gens, c'est jouer avec les autres, c'est-à-dire ils veulent donner des noms. En pratique, c'est ça. Ils veulent que, quand ils décrivent un nouveau génome d'une nouvelle bactérie, ils veulent lui donner un nom. Nous, on s'amuse beaucoup à donner, Bernard, il donne toujours des noms absolument extraordinaires aux bactéries, par exemple, Didier Raoult aussi, et aux virus. Eh bien, les autres veulent faire la même chose, ils veulent donner des noms. Le problème pour donner un nom, c'est qu'il faut qu'il y ait une souche. Et donc, il y a une bataille actuelle avec ceux qui veulent donner des noms aux micro-organismes sans déposer de souche, et ceux qui veulent donner des noms en déposant des souches. Alors, pour vous donner un exemple, auquel on se heurte actuellement, parce que c'est toujours pas réglé, il y a dans le genre Rickettsia actuellement 31 espèces qui sont valides. Et il y a des gens, donc une équipe américaine, qui a dit, en utilisant simplement les génomes et en utilisant des valeurs seuil automatiques, eh bien,
On ne tient compte de rien, on ne tient pas compte des spécificités phylogéniques, des spécificités pathogéniques, des spécificités géographiques de l'association otique, rien du tout. Eh bien, basé sur nos cut-offs, eh bien, on a 9 espèces, pas 31, 9 espèces, et on raye tout le reste. Et quand on regarde dans le détail, eh bien, ils classent dans la même espèce, Rickettsia rickettsii, qui est l'agent de la fièvre pourpoint des montagnes rocheuses aux États-Unis, et qui est associé à une mortalité d'au minimum 10%. Rickettsia connori, qui est l'agent de la fièvre boutonneuses méditerranéenne dans le pourtour méditerranéen, et qui a une mortalité de 2%. Et Rickettsia frecae, qui est la rickettsiose la plus fréquente en Afrique subsaharienne et qui n'a jamais de mortalité. Ça pour eux, ça pose pas de problème, c'est la même espèce. Voilà, donc, nous, on a une proposition bien sûr alternative, c'est de créer des critères génomiques pour classer l'isola de Rickettsia en sachant de quoi on parle. Et donc, on a proposé des critères qui sont sous forme d'un arbre décisionnel. Hein, on n'a qu'à suivre le truc en utilisant des critères ortho-ANI et hybridation en ADN, qui sont des critères de similarité génomique. Et donc, il suffit que si on a une nouvelle espèce qui est potentiellement une Rickettsia et qu'on applique ces critères, on arrive tout à fait facilement à classer les espèces. Et ça, c'est en discussion actuellement et c'est pas gagné. Hein. Et donc voilà. Actuellement, comment finalement on décrit une espèce bactérienne? Il faut avoir une souche cultivée, il faut avoir une similarité de 16S de moins de 98,65% avec des critères génomiques également, qui ne sont pas des valeurs absolues, mais qui sont des facteurs d'orientation, des caractéristiques phénotypiques qui sont spécifiques. Il ne faut pas se baser uniquement sur le génome, il faut que les souches soient déposées dans 2 collections, dans 2 pays différents, que les séquences 16S et génomiques soient déposées dans GenBank. Il faut proposer un nom binomial, c'est-à-dire un nom avec un genre et une espèce qui sont latins, toujours, et publier le nom à la fin de façon ultime dans IGSEM. Voilà. Et donc pour essayer de faciliter tout ça, avec Michel, on a proposé dans New Microbe, New Infection une espèce de format d'article allégé dans lequel on arrive à proposer tout ça en 500 mots, plutôt que des pages et des pages qui ne servent à rien. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est volontiers, mais j'y répondrai après le staff.